On va commencer la lecture. Je regarde rapidement vos commentaires. Ok, coucou petite Vanessa. Bonsoir tout le monde. Donc le live, vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez voir les autres chapitres. Vous avez le livre complet sur ma chaîne, en tout cas les lives précédents. Et vous l'aurez en entier du coup sur YouTube. Donc vous pouvez revenir dessus si vous voulez écouter un chapitre, une info et tout ça, n'hésitez pas. Donc je commence la lecture. Hop, je zoome un petit peu si ça veut bien. Voilà, ok, super. Donc la sympathie, le gentil voleur. Le travail d'un avocat consiste pour l'essentiel à rendre son client sympathique au jury. Clarence Darrow. On ne surprendra personne en disant qu'en règle générale, nous accédons plus volontiers aux requêtes des personnes qui nous sont connues et sympathiques. Ce qui est moins apparent, c'est que ce principe très simple est utilisé de 1000 façons, par des inconnus, dans le seul but de nous persuader. La plus claire illustration que je connaisse de la règle de sympathie, ce sont les réunions Tupperware, qui représentent pour moi la quintessence de la situation d'influence aux États-Unis. Quiconque connaît bien le fonctionnement d'une réunion Tupperware reconnaîtra sans peine l'utilisation des différentes armes d'influence que nous avons examinées jusqu'ici. La réciprocité, on commence par des jeux et les participants gagnent des prix. Quiconque ne gagne pas de prix a le droit de tirer au sort un cadeau surprise. Tout le monde a donc reçu quelque chose de la représentante Tupperware avant que commencent les achats. L'engagement. Chaque participante est priée de détailler devant l'assistance les multiples usages et avantages des Tupperware qu'elle possède déjà. La preuve sociale. Quand les achats commencent, chaque demande contribue à créer l'impression que d'autres, semblables, désirent le produit et donc qu'il doit être bon. Toutes les grandes armes d'influence concourent au succès du procédé, mais la force de la réunion Tupperware réside surtout dans la façon dont elle est organisée, qui fait entrer en jeu le principe de sympathie. Malgré les talents de persuasion et d'animation de la représentante Tupperware, la requête d'achat ne vient pas directement de cet inconnu. Elle vient d'une femme qui est l'amie de toutes les participantes à la réunion. Certes, la représentante Tupperware peut être physiquement celle qui prend les commandes des participantes, mais du point de vue psychologique, la sollicitation vient de la maîtresse de maison, assise en retrait, qui sourit, dirige la conversation et sert des rafraîchissements. C'est elle l'hôtesse, elle qui a réuni ses amis chez elle pour la démonstration Tupperware, et qui, tout le monde le sait, réalise un bénéfice sur chaque article vendu chez elle. C'est simple, en donnant à l'hôtesse un pourcentage sur les ventes, la société Tupperware fait en sorte que les clients achètent à une amie et non à un vendeur inconnu. De cette façon, toutes les connotations de plaisir, de chaleur, de sécurité et d'obligation que comporte la relation d'amitié viennent se greffer sur la vente. Les résultats sont remarquables. On estime que le chiffre d'affaires quotidien de Tupperware excède les 2,5 millions de dollars. L'intéressant de l'affaire est que les clientes semblent pleinement conscientes des pressions dues à la sympathie et l'amitié qui s'exercent lors d'une réunion Tupperware. Certaines semblent ne pas s'en soucier, d'autres ne savent pas comment y échapper. Une femme m'en parlait avec un soupçon d'exaspération dans la voix. C'en est venu au point maintenant que je déteste être invitée aux réunions Tupperware. J'ai déjà toutes les boîtes dont j'ai besoin, et si j'en voulais d'autres, je pourrais en acheter d'une autre marque, moins chère, dans un magasin. Mais quand une amie m'invite, je me sens obligée d'y aller, et quand j'y suis, je me sens obligée d'acheter. Que puis-je faire d'autre ? C'est pour une amie.
S'étant assuré un allié aussi puissant que l'amitié, la société attendez, parce que j'ai eu une... Ok. S'étant assuré un allié aussi puissant que l'amitié, la société a pu abandonner aux USA la distribution en magasin et se replier entièrement sur le système des réunions Tupperware. Si bien qu'à l'heure actuelle, une de ces réunions commence toutes les 10 secondes. Mais bien sûr, toutes sortes de professionnels de la persuasion connaissent bien la force qui nous pousse à dire oui, ou à quelqu'un que nous connaissons et que nous apprécions. Voyez par exemple le nombre d'organismes charitables qui demandent à leurs bénévoles de prospecter leur entourage. C'est qu'il est beaucoup plus difficile de refuser d'apporter sa contribution quand c'est un ami ou un voisin qui vous le demande. D'autres professionnels de la persuasion ont découvert qu'il n'est pas nécessaire que l'ami soit présent pour exercer cette influence. Souvent, le nom de l'ami suffit. La société Sheckley, spécialisée dans la vente au porte-à-porte de produits pour la maison, conseille à ses vendeurs la méthode de la chaîne pour trouver de nouveaux clients. Lorsqu'un client a admis qu'il apprécie un produit, on le presse de donner le nom d'amis qui pourraient l'apprécier eux aussi. Les individus sur la liste peuvent être démarchés à leur tour et priés de donner d'autres noms, et ainsi de suite. Le secret de cette méthode, c'est que chaque client potentiel reçoit la visite d'un vendeur armé du nom d'un de ses amis, qui m'a conseillé d'aller vous voir. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas recevoir. Ce serait presque comme claquer la porte au nez de l'ami. Le manuel de vente de Sheckley recommande aux employés d'utiliser systématiquement ce procédé. On ne saurait surestimer sa valeur si, quand vous téléphonez ou sonnez la porte, vous pouvez dire que monsieur Untel, ami de votre interlocuteur, pense qu'il aurait avantage à vous accorder quelques instants, autant dire que la vente est déjà à moitié faite, avant que vous ayez franchi le seuil. La large utilisation qui est faite, à des fins commerciales, du lien d'amitié existant entre deux personnes est révélatrice de l'influence de la sympathie dans le phénomène du consentement. Nous voyons d'ailleurs que les professionnels cherchent à tirer parti de la règle, même quand il n'y a pas d'amitié existante, sur laquelle ils puissent bâtir leur stratégie. Dans ce cas, leur méthode est des plus directes. Ils nous amènent à les trouver, eux, sympathiques. Alors, je vous remonte le livre. Donc, c'est Influence et manipulation. Voilà. Donc, de Robert Cialdini. Donc là, on en est au chapitre 5. Hop. Donc, je continue. Un certain Joe Girard de Détroit s'est spécialisé dans l'utilisation de la règle de sympathie appliquée à la vente d'automobiles Chevrolet. Il a fait fortune ainsi, gagnant plus de 200 000 $ par an. Pour toucher un tel salaire, c'était sans doute, penserez-vous, un important responsable de General Motors ou peut-être un grand concessionnaire Chevrolet. Mais il n'en est rien. Il gagnait cet argent comme simple vendeur. Dans cette fonction, il se montrait génial. De 1966 à 1977, il gagna chaque année le titre de meilleur vendeur de voitures. Il vendait en moyenne plus de 5 véhicules par jour de travail. Enfin, d'après le livre des records Guinness, c'était le plus grand vendeur de voitures du monde. Sa méthode était simple. Elle consistait à proposer au client un bon prix et un partenaire avec qui il avait plaisir à traiter. C'est tout, déclarait-il dans une interview. Ils ont un vendeur qui apprécie et un bon prix. Avec ça, l'affaire est faite. C'est parfait. La formule de Joe Girard
nous dit que la règle de sympathie est vitale pour sa réussite, mais elle ne nous en dit pas assez. D'abord, elle ne nous dit pas pourquoi les clients l'aimaient plus que d'autres vendeurs proposant les mêmes prix. La formule de Joe laisse sans réponse une question essentielle et passionnante. Quels sont les facteurs qui font qu'une personne ressent de la sympathie pour une autre? C'est ce qu'il faudrait savoir. Nous serions alors beaucoup plus près de savoir comment font des individus comme Joe pour se rendre sympathiques et inversement. Comment nous pourrions faire pour que nos participants nous trouvent sympathiques? Fort heureusement, cela fait des dizaines d'années que les sociologues se posent cette question. Toutes les données qu'ils ont pu rassembler ont permis de déterminer un certain nombre de facteurs qui engendrent la sympathie. Et comme nous le verrons, chacun de ces facteurs est utilisé au mieux par les professionnels pour nous arracher un oui. Alors, je vous remonte le livre. Donc c'est Influence et manipulation. Donc merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur le live. Donc on en est au chapitre 5. On vient de démarrer le chapitre 5. Donc je vous remonte le titre du chapitre. Donc c'est La sympathie, le gentil voleur. Hop. Donc j'ai eu une restriction. Donc j'espère que ça va pas bloquer le live. Mais bon, écoutez, on verra bien. On continue. Alors, donc l'apparence physique. Il est bien connu que la beauté représente un avantage dans les relations sociales. Des recherches récentes montrent cependant que nous sous-estimons peut-être gravement la portée de cet avantage. Il semble que l'apparence physique produise un effet de déclic. La réaction déclenchée est automatique, inconsciente. Elle entre dans la catégorie des effets de halo. L'effet de halo se produit quand une des caractéristiques d'une personne domine la façon dont d'autres personnes la voient. Et tout montre que l'apparence physique a très souvent cette propriété. Les recherches montrent que nous attribuons automatiquement aux individus au physique harmonieux des qualités telles que le talent, la bonté, l'honnêteté et l'intelligence. De plus, nous faisons ce jugement sans nous rendre compte que l'apparence physique nous influence. Certaines des conséquences de cette équation inconsciente, beau égale bien, me paraissent inquiétantes. Ainsi, une étude portant sur les élections fédérales au Canada a montré que les candidats d'apparence séduisante avaient 2,5 fois plus de voix que les candidats moins séduisants d'aspect. Malgré cette mise en évidence de l'avantage que peut représenter une certaine apparence physique pour un homme politique, les recherches complémentaires ont montré que les électeurs n'ont pas conscience de la distorsion. 73% des électeurs canadiens interrogés nièrent de la façon la plus formelle que leur vote ait pu être influencé par l'apparence physique du candidat. 14% seulement admirent cette éventualité. Un effet comparable se produit en matière de recrutement. Une étude a démontré que lors de simulations d'entretien d'embauche, la présentation des candidats pesait davantage dans un choix en leur faveur que leurs qualifications, et ce, y compris lorsque leur interlocuteur affirmait que l'apparence ne jouait qu'un rôle limité dans sa décision. Dans un autre domaine, des résultats non moins inquiétants montrent que la justice est également sensible à l'harmonie d'un corps ou à l'ossature d'un visage. Les personnes d'apparence agréable ont des chances de recevoir un traitement de faveur dans le système judiciaire. Par exemple, dans une étude réalisée en Pennsylvanie, les chercheurs ont évalué la beauté de 74 accusés au début de leur procès. Quand bien plus tard les chercheurs examinèrent l'issue de ces affaires, ils découvrirent que les accusés qui étaient beaux avaient été condamnés plus légèrement
dans des proportions significatives. De fait, les accusés d'apparence séduisante avaient 2 fois plus de chances d'éviter la prison que les non séduisants. Dans une autre étude, portant cette fois sur les dommages-intérêts accordés dans une simulation de procès en responsabilité civile, le défendeur, qui avait un meilleur physique que sa victime, était condamné à payer une somme moyenne de 5 623 $, mais quand la victime était plus séduisante que le défendeur, la somme moyenne passait à 10 051 $. Plus encore, les jurés des 2 sexes montraient la même prévention. Alors, ok. D'autres expériences ont démontré que les personnes séduisantes reçoivent plus facilement de l'aide en cas de besoin et persuadent plus facilement un auditoire. Là encore, les 2 sexes réagissent de la même façon. Dans l'expérience sur l'aide d'urgence par exemple, les hommes et les femmes les plus beaux recevaient plus souvent de l'aide, même de la part des membres de leur propre sexe. Il y a certes une exception majeure à cette règle, on peut d'ailleurs s'y attendre, dans le cas où la personne séduisante est perçue comme un concurrent direct et particulièrement comme un rival amoureux. À cette nuance près cependant, il apparaît que les individus ayant un bon physique jouissent d'un avantage énorme dans nos sociétés. Ils sont plus appréciés, plus écoutés, plus souvent aidés, et on leur prête diverses qualités morales et intellectuelles. De plus, les avantages de la beauté semblent se manifester très tôt. Des recherches réalisées auprès d'enfants de l'école primaire montrent que les adultes considèrent les actes agressifs avec plus d'indulgence lorsqu'ils sont commis par un enfant qui est beau, et que les enfants supposent plus d'intelligence chez les enfants les plus séduisants que chez leurs camarades moins favorisés. Il n'est donc pas étonnant que l'effet de halo de la beauté soit exploité par les professionnels de la persuasion. Comme nous ressentons de la sympathie envers ceux qui sont beaux, et comme nous avons tendance à nous laisser convaincre par ceux que nous trouvons sympathiques. Il est logique que les programmes de formation à la vente donnent des indications sur la façon de s'habiller, que les magasins de mode choisissent leurs vendeurs sur leur présentation, et qu'un escroc soit souvent un bel homme ou une belle femme. Alors, donc ça, c'était la partie sur l'apparence physique. Et vous voyez, voilà. Donc, le chapitre, c'est la sympathie, le gentil voleur. Donc, l'effet de halo. Alors, je fais une petite pause, je regarde vos commentaires. Hop. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur le live. Voilà, bienvenue tout le monde. Donc moi, je fais de la lecture de livres de développement personnel le soir. Donc si ça vous plaît, si vous voulez parler de ce sujet avec nous, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochains lives. Hop. Donc je continue. Alors, je regarde juste jusqu'où on va lire pour vous donner une idée de la durée. Ok, donc on va sûrement lire jusqu'à conditionnement et association. Je regarde combien de pages il reste pour finir le chapitre. Ouais, donc on va lire encore une dizaine de pages et ensuite, voilà, on laissera la partie 2 du chapitre pour demain. Comme ça, vous l'aurez en 2 lives. Hop. Merci beaucoup, merci tout le monde. Alors, la similarité. Que se passe-t-il si l'apparence physique n'entre pas en jeu? Car la plupart des gens ne sont ni beaux ni laids. Y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent produire la sympathie? Comme le savent les chercheurs et les professionnels de la persuasion, il y en a plusieurs, et l'un des plus influents
et la similarité. Nous aimons ce qui nous ressemble. Ce fait semble rester vrai, que la ressemblance réside dans les opinions, la personnalité, le milieu ou le mode de vie. Par conséquent, ceux qui veulent qu'on les aime pour persuader plus facilement peuvent atteindre cet objectif en paraissant semblables à nous. Ils disposent pour ce faire d'un large éventail de moyens. L'habillement en est un bon exemple. Plusieurs études ont montré que nous aidons plus volontiers ceux qui s'habillent comme nous. Dans une étude réalisée dans les années 70, époque où les jeunes s'habillaient soit en hippie, soit classique, des enquêteurs revêtus d'une panoplie soit hippie, soit classique demandaient à des étudiants sur le campus un peu d'argent pour téléphoner. Lorsque l'enquêteur était habillé de la même façon que l'étudiant, celui-ci acceptait, dans plus de 2/3 des cas. En revanche, quand l'étudiant et le solliciteur étaient habillés de façon dissemblable, l'argent n'était donné que dans moins de la moitié des cas. Une autre expérience montre l'automatisme de notre réaction positive envers un individu semblable à nous. Lors d'une manifestation pacifiste, les manifestants se montraient plus disposés, non seulement à signer la pétition que leur présentait quelqu'un habillé comme eux, mais même à le faire sans prendre la peine de la lire préalablement. Clic. Une autre façon de manipuler la similarité afin d'augmenter la sympathie est de prétendre avoir des points communs avec la personne qu'on veut persuader. Les vendeurs de voitures, par exemple, apprennent à mettre à profit les indices qu'ils peuvent relever en examinant la voiture du client pour la reprise. S'il y a un équipement de camping dans le coffre, le vendeur ne manquera pas de dire un peu plus tard combien il aime s'échapper de la ville chaque fois qu'il peut. S'il y a des balles de golf à l'arrière, il dira peut-être qu'il espère que le temps lui permettra de faire les 18 trous qu'il avait prévus pour le soir même. S'il remarque que la voiture a été achetée dans un autre état, il va s'enquérir de l'origine du client et s'exclamer avec surprise qu'il est lui-même, à moins que ce ne soit sa femme, né là-bas. Pour insignifiantes que paraissent ces similarités, elles ont leur importance. Un chercheur examinant les ventes de compagnies d'assurance a découvert que les clients souscrivaient plus volontiers des polices d'assurance quand le vendeur était semblable à eux dans des domaines tels que son âge, sa religion, ses opinions politiques et sa consommation de tabac. Comme les similarités les plus minimes peuvent produire une réaction positive vis-à-vis du partenaire, et comme il est extrêmement facile de prétendre avoir des points communs avec son interlocuteur, je conseillerais d'observer la plus grande prudence envers les solliciteurs qui prétendent être comme vous. Donc on va continuer, je vous remonte le livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été victime de ce type de technique. Moi je pense que oui, j'ai pas d'exemple en tête, mais sûrement que ça a dû déjà être le cas. Et c'est vrai que automatiquement, quand on essaye, enfin pas forcément automatiquement, mais souvent quand on essaye de se faire de nouvelles relations, on essaye de chercher les points en commun pour avoir des sujets de conversation, attirer la sympathie, etc., que ce soit professionnel. Bon, en général, c'est professionnel quand on veut attirer la sympathie. Mais après, dans un groupe aussi, dans des réseaux, ça s'applique même, vous voulez réseauter, vous voulez attirer la sympathie, ben vous allez essayer d'aller chercher un point en commun avec cette personne. Vous allez, par exemple, avoir un entretien avec, par exemple, pour un poste, vous vous renseignez sur les recruteurs, vous regardez sur LinkedIn, par exemple, les CV, les machins, le parcours, et vous essayez de placer des points en commun dans pendant l'entretien. Voilà, il y a plein de techniques comme ça pour essayer de trouver des similarités avec l'interlocuteur pour attirer la sympathie et créer du lien en fait. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà testé ça
ou si vous aviez remarqué que votre apparence physique changeait le traitement que vous aviez, par exemple, ou qu'elle vous permettait d'accéder à certaines choses. Voilà, n'hésitez pas. Moi, par exemple, ça, je le remarque en tant que femme, forcément, quand on est habillé d'une certaine manière, coiffé, machin, on aura un traitement qui est différent. Ça, c'est vrai. En tout cas, moi, c'est vrai que je le vois, quoi. Quand je suis en jean basket classique, c'est un petit peu différent, quand même. On voit il y a une diff. Donc, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, par expérience, je peux confirmer. Voilà, merci Magda. Ouais, être bien habillé représente mieux la personne. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, comme on est dans une société qui valorise l'apparence, forcément, une personne qui prend soin d'elle, on va la valoriser automatiquement, quoi. Voilà. C'est clair, c'est clair. Donc je continue. Les compliments. Le comédien Maclean Stevenson raconte comment sa femme s'est fait épouser. Elle m'a dit qu'elle m'aimait bien. Cette histoire aux intentions comiques est néanmoins instructive. L'idée que quelqu'un nous apprécie peut, par le sentiment de sympathie qu'elle suscite, être un procédé de persuasion diaboliquement efficace. C'est pourquoi nous entendons souvent ceux qui veulent obtenir quelque chose de nous nous dire des choses flatteuses ou proclamer leur affinité avec nous. Rappelez-vous Joe Girard, le plus grand vendeur de voitures du monde, qui disait que le secret de son succès, c'était de se faire aimer des clients. Il avait une habitude qui, à première vue, semble stupide et coûteuse. Chaque mois, il envoyait à chacun de ses 13 000 anciens clients une sorte de carte de vœux avec un message. La carte de vœux changeait suivant la saison. Joyeux Noël, joyeuse Pâques, etc. Mais le message imprimé au verso était invariable. Vous êtes un ami. Comme l'expliqua Joe, il n'y a rien d'autre sur la carte, rien que mon nom. Je leur dis simplement que ce sont mes amis. Vous êtes un ami. Cela parvenait par la poste tous les ans, 12 fois par an, avec la régularité d'une horloge. Vous êtes un ami. Une formule imprimée sur une carte, envoyée également à 13 000 autres personnes. Une protestation d'amitié si impersonnelle, aux intentions commerciales si flagrantes, pouvait-elle avoir quelque influence? Oui, de l'avis de Joe Girard. Et sa réussite éclatante nous oblige à prendre son opinion en considération. Joe avait saisi un trait essentiel de la nature humaine, qui est que nous sommes toujours prêts à gober n'importe quelle flatterie. Il y a peut-être des limites à notre crédulité, surtout quand nous pouvons être sûrs que le flatteur cherche à nous manipuler. Mais en général, nous aimons croire le bien qu'on nous dit de nous-mêmes, et nous aimons ceux qui nous le disent, même alors que la louange n'est manifestement pas sincère. Une expérience réalisée en Caroline du Nord montre combien nous nous trouvons sans défense devant les louanges. Les sujets d'étude des hommes écoutaient les jugements sur leur personne émis par quelqu'un qui avait quelque chose à leur demander. Certains des sujets recevaient des commentaires positifs, d'autres des commentaires négatifs, d'autres encore un mélange des deux. L'étude aboutit à 3 résultats intéressants. D'abord, la personne qui ne servait que des louanges était mieux appréciée par les sujets. Ensuite, cela était vrai, alors même que les sujets étaient pleinement conscients que le flatteur avait intérêt à se rendre sympathique. Enfin, contrairement aux autres commentaires, les louanges, qu'elles soient fondées ou non, avaient le même effet. Les commentaires positifs éveillaient la même sympathie envers le flatteur, indépendant de leur sincérité. Apparemment, nous réagissons donc aux compliments de façon purement automatique, si bien que nous sommes facilement la proie de quelqu'un qui les prodigue dans le but évident de se gagner nos faveurs.
clics. À la lumière de ces résultats, l'habitude d'imprimer et d'envoyer plus de 15 000 cartes « Vous êtes un ami » chaque semaine ne semble plus aussi stupide ni aussi coûteuse. Alors, je regarde combien de pages il nous reste. Je sais plus. Hop. Ok. Ah oui. Donc, il nous reste 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, il nous reste à peu près 20 minutes de lecture. Voilà, vous me dites si ça fait trop, on peut essayer de s'arrêter avant. Le contact et la coopération. La plupart d'entre nous aiment ce qui leur est familier. Pour vérifier cette affirmation, tentez une petite expérience. Prenez le négatif d'une vieille photo de vous, prise de face, et faites-en développer 2 tirages. L'un où l'on vous voit avec votre apparence réelle et l'autre où l'on vous voit une image inversée de votre visage. Intervertissement, la droite et la gauche. Intervertissant la droite et la gauche. Choisissez alors la version que vous préférez et demandez à un ami de faire de même. Si vous êtes comme les femmes du Milwaukee qui furent soumises à cette expérience, vous arriverez à un résultat surprenant. Votre ami préférera la véritable photo, mais vous préférerez l'image inversée. Pourquoi ? Parce que vous réagirez toutes les deux favorablement au visage qui vous est le plus familier. Votre ami au visage que voit le monde et vous à l'image inversée que vous renvoie le miroir chaque jour. À cause de son effet sur la sympathie, le sentiment de familiarité joue son rôle dans tous nos choix, y compris nos choix politiques. Il semble que dans l'isoloir, les électeurs choisissent parfois un candidat simplement parce que le nom leur est familier. Lors d'une élection très disputée pour le poste d'attorney général de l'État, en Ohio, un homme à qui l'on donnait guère de chance gagna la victoire lorsque, peu avant l'élection, il changea son nom et se fit appeler Brown. Nom qui tient une place importante dans la tradition politique de cet État. Comment de telles choses peuvent-elles se produire ? La réponse se trouve en partie dans la façon inconsciente dont la familiarité affecte la sympathie. Nous ne savons pas très souvent que notre attitude envers quelque chose a été influencée par le nombre de fois où nous y avons été exposés par le passé. Ainsi, lors d'une expérience, les sujets regardaient un écran sur lequel divers visages apparaissaient pendant un si bref instant que par la suite, ils ne se rappelaient pas les avoir vus. Plus tard, les sujets eurent à rencontrer ces personnes et il s'avéra que celles qui avaient le plus souvent figuré à l'écran leur étaient plus sympathiques que les autres. La sympathie allant de pair avec un surcroît d'influence sociale, il ressortit aussi de l'expérience que les sujets se laissaient davantage persuader par les déclarations de ces mêmes personnes. Sachant que nous avons un sentiment favorable envers les choses que nous avons déjà rencontrées, certains ont recommandé pour améliorer les relations entre les races d'une approche par contact. D'après cette théorie, en mettant en présence des individus de groupes ethniques différents, dans des conditions d'égalité, ces individus en viennent tout naturellement à mieux s'apprécier. Cependant, l'observation scientifique des expériences d'intégration scolaire, cadre idéal pour l'étude de l'effet du simple contact, a révélé un déroulement tout différent. Aux États-Unis, la déségrégation dans les écoles a pour effet d'augmenter les préjugés raciaux et non de les faire disparaître. Arrêtons-nous un instant à cet exemple de la déségrégation scolaire. Malgré toutes les bonnes intentions des partisans du simple contact comme moyen d'établir l'harmonie interraciale, leur méthode réserve bien des déboires, car l'argument qui la fonde
repose sur des idées fausses. Avant tout, le cadre scolaire n'est pas le creuset où les enfants vont se lier aussi volontiers avec des membres d'un groupe ethnique qu'ils le font avec des enfants ethniquement semblables à eux. Des années après la mise en œuvre d'une intégration formelle à l'école, il n'y a guère d'intégration réelle dans la société. Les élèves forment des clans ethniques et ne se mêlent pas en général aux autres groupes. Mais même s'il y avait de véritables rapports interraciaux, les recherches montrent que la familiarité née d'un contact répété ne produit pas nécessairement la sympathie. Au contraire, le contact continu avec des personnes ou des objets dans des conditions déplaisantes, d'insatisfaction, de conflit ou de compétition, suscite un sentiment d'empathie. Or, la salle de classe d'une école américaine ordinaire cultive précisément ce genre de conditions. Voyez le rapport très éclairant rédigé par un psychologue, Elliot Aronson, consulté par les autorités scolaires sur les difficultés rencontrées dans les établissements d'enseignement à Austin, au Texas. Sa description de l'enseignement dispensé dans ces écoles, valable pour presque toutes les écoles publiques américaines. En général, voici comment les choses se déroulent. L'enseignant est debout devant sa classe et pose une question. 6 à 10 élèves s'agitent sur leur siège et lèvent le doigt pour attirer l'attention du professeur, pressés d'être interrogés, ce qui leur donnera l'occasion de montrer leur science. Plusieurs autres restent tranquilles, les yeux baissés, s'efforçant de devenir invisibles. Lorsque l'enseignant interroge un élève, on voit la déception et le désarroi se peindre sur le visage des premiers, qui perdent l'occasion d'être approuvés par l'enseignant, et le soulagement sur le visage des seconds qui ne connaissent pas la réponse. Ce jeu se fait dans une compétition féroce, et l'enjeu est très élevé car les enfants y jouent l'estime de l'une des 2 ou 3 personnes qui comptent dans leur vie. De plus, avec cette méthode d'enseignement, on est sûr que les enfants n'apprennent pas à s'apprécier et se comprendre entre eux. Rappelez-vous vos propres souvenirs. Si vous connaissiez la personne et que l'enseignant ait interrogé un autre élève, vous espéreriez probablement que celui-ci se trompe pour vous permettre de montrer vos propres connaissances. Si vous étiez interrogé et ne saviez pas répondre correctement, ou si vous ne leviez même pas le doigt pour prendre part à la compétition, vous éprouviez de l'envie et même de la rancune envers vos camarades qui connaissent la réponse. Les enfants qui subissent l'échec dans ce système deviennent jaloux des succès des autres, qu'ils attribuent au favoritisme de l'enseignant ou même qu'ils compensent par des brutalités dans la cour de récréation. Les bons élèves, pour leur part, méprisent souvent les mauvais qu'ils jugent bêtes. Ce processus de compétition n'encourage pas les enfants à voir leurs camarades d'un œil amical et bienveillant. Alors, hop. Ok. Faut-il s'étonner donc d'une déségrégation brute à coup de déplacement forcé des élèves et réaménagement autoritaire et de fermeture d'écoles provoque souvent une recrudescence des difficultés au lieu de les aplanir. Tant que nos enfants trouvent une société amicale et plaisante à l'intérieur de leur groupe ethnique et non de contacts suivis avec d'autres groupes que dans l'atmosphère surchauffée d'une salle de classe, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Y a-t-il une solution au problème ? Une solution possible serait de cesser nos efforts d'intégration scolaire. Mais la chose semble peu praticable, sans parler des inextricables problèmes juridiques et constitutionnels que poserait un tel revirement. Il y a de bonnes raisons de poursuivre l'intégration scolaire. Par exemple, alors que les résultats des élèves blancs restent stables, le niveau des enfants de minorités ethniques a 10 fois plus de chances de s'élever que de baisser une fois réalisée la déségrégation.
Nous devons prendre garde, dans les solutions envisagées, à ne pas jeter le bébé sous prétexte qu'il baigne dans l'eau sale. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est se débarrasser de l'eau et garder le bébé tout propre. Pour l'heure, notre bébé est plongé dans une eau souillée par l'hostilité raciale grandissante. Heureusement, un espoir d'évacuer cette hostilité émerge de récentes recherches portant sur l'apprentissage en coopération. La recrudescence des préjugés raciaux, consécutive à la déségrégation, semble due à la rivalité qui règne dans la classe où se rencontrent les différents groupes ethniques. Des éducateurs ont donc essayé d'appliquer des formes d'apprentissage où domine la coopération et non la compétition. Alors, je pense qu'on va terminer avant du coup la fin de cette partie. Alors, je regarde juste, parce qu'en fait, je suis un peu fatiguée, et donc, voilà, je pense qu'on continuera demain. Je vais lire du coup, il est quelle heure? 22h30, ok, 22h20. Donc, si ça vous va, on va lire du coup jusqu'ici. Voilà, nous pouvons attribuer ce revirement. Donc, on va lire 3 pages en fait. Et puis, on s'arrêtera là pour ce soir si ça vous va. Attendez, je fais juste une petite pause. Voilà. Parce que, en fait, je suis un peu fatiguée. Merci LD. Donc, je veux pas non plus, je veux lire bien et du coup, voilà. Ça sert à rien de vraiment trop continuer si après je suis fatiguée. Mais demain, évidemment, on continuera le chapitre. Par contre, je suis dégoûtée parce qu'il y a une restriction. Et bon, voilà. Comme je vous disais la dernière fois, parce que du coup, j'incite les utilisateurs à acheter des produits en dehors de TikTok. Voilà, donc écoutez, c'est pas très grave, on va continuer. Je vous avais montré mon petit chat. Rien à voir, on va continuer la lecture, hein, mais regardez. Il est trop mignon. Voilà, bref. Ça, quand je commence à être fatiguée, après je fais n'importe quoi. Donc je continue. Non, mais c'est bon, on va continuer là les 3 pages, histoire de terminer quand même jusque là. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on s'arrêtera là pour ce soir. Mais merci, ouais. Voilà, ensuite on discutera un petit peu et puis voilà. On aura fait le petit live pour ce soir. En dehors de l'école, pour comprendre la logique de la méthode de la coopération, il nous sera utile de réexaminer l'extraordinaire étude réalisée au début des années 60 par un sociologue d'origine turque, Muzaffer Sherif. Intéressé par le problème des conflits entre groupes, Sherif décida d'étudier comment, dans des camps de vacances pour enfants, de tels conflits naissaient et se développaient. Les enfants ne surent jamais qu'ils participaient à une expérience. Sherif et ses assistants manipulèrent de différentes manières l'environnement social du camp et observèrent les enfants sur les relations entre groupes. Il n'était pas difficile de susciter certaines animosités. Il suffit de séparer les enfants en 2 dortoirs pour créer un sentiment d'exclusive entre les 2 groupes. Le fait de donner des noms à ces 2 groupes, les ailes et les renards, accentue leur rivalité. Les enfants commencèrent bientôt à dénigrer les réalisations de l'autre groupe. Mais ces manifestations d'hostilité restaient limitées par rapport à ce qui se passa lorsque les expérimentateurs introduisirent des activités compétitives entre les 2 factions. Les chasses au trésor, les luttes de transactions à la corde, les compétitions sportives camp contre camp, donnaient lieu à des insultes et des bagarres. Pendant le jeu,
les membres de l'équipe d'en face se faisaient traiter de tous les noms. Après les compétitions, il y avait des raids dans les dortoirs. Les bannières de rivaux étaient volées et brûlées, des menaces étaient affichées sur les portes et les batailles au réfectoire étaient monnaie courante. À ce stade, il devint évident pour Shérif que la recette de la discorde était simple et rapidement efficace. Séparer les participants en deux groupes et laisser mijoter. Puis mélanger sur le feu vif d'une compétition constante, c'est prêt, vous obtenez de la haine collective en ébullition. Les expérimentateurs se trouvèrent alors devant un problème plus difficile. Comment faire disparaître l'hostilité bien ancrée qu'ils avaient créée? Ils essayèrent d'abord la méthode du contact, mettant les deux groupes en contact l'un de l'autre plus souvent. Mais même lorsque les activités communes étaient agréables, qu'il s'agissait de cinéma ou de fête, les résultats furent désastreux. Les pique-niques dégénéraient en bombardements de victuailles, les spectacles en concours de hurlements, les files d'attente en matchs de boxe. Shérif et son équipe de recherche commencèrent à s'inquiéter, craignant d'avoir, tel le docteur Frankenstein, créé un monstre qui leur échappait à présent. C'est alors qu'au plus fort des hostilités, ils se résolurent à adopter une démarche qui devait se révéler aussi simple qu'efficace. Ils créèrent de toutes pièces une série de situations dans lesquelles la compétition entre les groupes était contraire aux intérêts de tout le monde, où la coopération était nécessaire pour le plus grand profit de tous. Lors d'une excursion, le seul véhicule disponible pour l'approvisionnement du camp s'enlisa. Les enfants furent rassemblés et se mirent à pousser tous ensemble pour dégager le véhicule. Une autre fois, les chercheurs provoquèrent une panne du système d'adduction d'eau. Les canalisations amenaient l'eau depuis une citerne éloignée du camp. Devant une situation de crise nécessitant une action commune, les enfants s'organisèrent entre eux pour trouver l'origine de la panne et réparer avant la fin de la journée. Une autre fois, les campeurs furent informés qu'on pouvait louer un film intéressant, mais que le camp ne disposait pas de l'argent nécessaire. Sachant que la seule solution était de mettre leurs ressources en commun, les enfants se cotisèrent pour louer le film et la soirée fut inhabituellement amicale. Les conséquences, quoique non immédiates, furent spectaculaires. Les efforts entrepris conjointement en vue de buts communs comblaient petit à petit le fossé de haine qui s'était creusé entre les deux groupes. Avant longtemps, les joutes verbales et les batailles dans les rangs avaient disparu et les groupes s'étaient mis à se mélanger au réfectoire. Plus encore, quand il leur fut demandé de désigner leurs meilleurs amis, un certain nombre d'enfants qui auparavant ne citaient dans leur liste que des membres de leur groupe, se mirent à s'y inclure des enfants de l'autre groupe. Certains d'entre eux remercièrent même les chercheurs de leur donner l'occasion de refaire leur liste car ils avaient changé d'avis entre-temps. Lors d'un épisode révélateur, les enfants rentraient d'une excursion, tous dans le même car, fait qui aurait auparavant déchaîné des bagarres, mais qui avait été cette fois expressément demandé par eux. Lorsque le car s'arrêta pour une pause rafraîchissement, les enfants d'un des groupes à qui il restait de l'argent décidèrent d'offrir une tournée générale à leurs ci-devants ennemis mortels. Nous pouvons attribuer ce revirement soudain au fait que les enfants durent changer de perspective et se considérer comme des alliés et non comme des adversaires. Le facteur essentiel fut d'imposer à deux groupes des objectifs communs. C'est la coopération nécessaire à la réussite de tous qui permit finalement aux membres de groupes rivaux de découvrir dans les membres du groupe rival des individus normaux, des collaborateurs précieux et finalement des amis. Et quand les efforts communs aboutirent à des succès, il devint particulièrement difficile de maintenir des sentiments d'hostilité envers ceux qui avaient été
les partenaires de la réussite. Voilà, donc on a terminé la lecture. Cridi, t'arrives à la fin. On a fini la lecture pour ce soir. Je me suis connectée il y a 1 heure à peu près. Voilà, exactement, les futurs succès, les succès déjà actuels. Voilà, donc on a fini la lecture du livre Influence et manipulation pour ce soir. Donc la première partie du chapitre 5 et la deuxième, je vous la lirai demain. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai fait une petite lecture, ça a duré 1/2 heure, mais je vous avoue que ce soir, j'ai eu une journée assez laborieuse. Mais bon, voilà, au moins on a fait le live. Alors je remonte les commentaires. Donc tu as des livres sur le management. J'ai des livres sur le management, mais qui sont pas ici, donc je me souviens plus des titres. J'en ai au travail. Donc, n'hésite pas, Ombre Noire, si tu veux m'envoyer un message privé. Je pourrais t'en donner. Hop. Ouais, Cridi, c'est vrai que TikTok, sur les notifications... Non, mais en fait, le live est... En fait, c'est pour ça que c'est dommage, c'est que le live est restreint. Parce que je fais la promotion de livres qui sont pas sur TikTok. Et je pense que du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas reçu les notifs. Parce que on est passé de plus de 110 personnes sur le live à 20, à une trentaine. Et du coup, en fait, ça vous envoie pas les notifs. Et donc, c'est pour ça que je me dis aussi, demain, on n'aura peut-être pas la restriction. Donc, vous pourrez assister au live en temps et en heure avec les notifs, quoi. Voilà, parce qu'à mon avis, ça ne les envoie pas. C'est pour ça que tu l'as reçu que maintenant. Ok, Elvis, je vais regarder les messages. Je vais te répondre, ouais. Pas de souci. Ça donne de l'espoir, on peut retrouver la cohésion. Exactement. Bah, quand on se bat contre un ennemi commun, forcément, voilà. Donc, moi, ça me fait penser au Covid. Voilà, quand on était pendant cette période, que tout le monde était quand même assez soudé, que on s'entraidait, on s'applaudissait, etc. Bon, c'était une période assez sombre, évidemment, mais il y avait ça. Il y avait ce truc de solidarité. Pourquoi? Parce que on était tous, en fait, on voulait tous, on avait tous un objectif commun, quoi. Sortir de cette période, être solidaire, etc. Et puis quand on n'a plus eu, chaque groupe est retourné à ses activités, avec les pensées qui vont avec. Et je trouve que c'est bien dommage. Non, non, aucun souci pour ma journée. Merci beaucoup. Ouais, je suis contente de vous retrouver aussi, c'est pour ça. Voilà. Ça fait partie d'une baisse de morale, ma grande. Non, mais après, ça va, hein, j'ai pas de... Ça va, ça va. Mais merci. Faut que tu vendes des press on nail en même temps. Oui, c'est ça. Mais on rigole, mais je voulais tester en plus. Mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà. Ou alors, il faut plus que je monte les livres. Et peut-être que les livres devant, il faudrait que je les montre à la fin et que je montre uniquement le livre comme ça. Peut-être que j'aurai moins de restrictions. Je sais pas trop. Va falloir que je teste des choses différentes, quoi. Oui. Alors, je voulais partager le live en même temps sur YouTube avec OBS, c'est le logiciel de streaming. Sauf qu'en fait, TikTok doit m'envoyer la clé qui permet de diffuser le live. Voilà. Bon, je sais pas si vous comprenez, mais pour ceux
qui s'y connaissent en stream. Voilà, j'ai découvert ça. Donc je voulais le faire et vous le proposer dès cette semaine, sauf que je n'ai pas encore la clé. Donc j'ai fait la demande, j'espère la recevoir rapidement. Et ensuite je pourrai live en même temps sur YouTube et sur TikTok. Voilà. Et je pourrais même faire sur Twitch en même temps. Donc voilà. Donc bon, je vais déjà tester YouTube et TikTok, voir comment je me sens, comment ça se passe et tout ça. Mais a priori, j'espère bientôt, quoi. Donc je vous dirai, hein. Voilà. Merci François, merci beaucoup. De partir de plus 110 à une trentaine, c'est TikTok qui bloque. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Exactement, Cridi. Tout à fait. Bah, vous êtes là à chaque fois, vous likez, vous êtes à fond et merci beaucoup, hein. Franchement. Ouais, voilà. Et si je cache les livres, exactement, Rafara. Je peux essayer. Je vais tester. Je vais tester demain. Je testerai ça. C'est marrant parce que maintenant on peut voir en plus les personnes qui regardent le live mais qui n'ont pas cliqué sur le live. Voilà, c'est marrant. Et ok. Oui, on comprend alors où est la clé. Ah, en fait, c'est pas une clé API, c'est une clé RTPM. RTPMP, un truc comme ça. Je me souviens plus du nom exact. Mais c'est la clé de stream en fait qu'il faut intégrer dans le logiciel OBS pour qu'il y ait plusieurs sorties. Enfin bon, bref, c'est un truc un peu. Je saurais pas trop bien vous l'expliquer, mais j'ai compris la procédure, donc je vais appliquer le truc. On va voir si ça marche. Et voilà. Comme si tu changeais de setup. C'est ça, ouais. En fait, ouais, on peut voir. Yes, yes. Bah, bien, il y a eu des plaintes auprès de TikTok. Ah ouais, sur quoi, par exemple? En tout cas, j'espère euh, que la restriction partira. Mais bon. Voilà, mais peut-être que oui, effectivement, je mettrai plus les livres derrière. Je les montrerai à la fin du live. Et pendant la lecture, je les montrerai pas. Je vais tester ça demain. Et j'espère que la lumière ne vous éblouira pas, mais je peux la baisser. En fait, ça fait un violet hyper doux en vrai, et là, ça a l'air hyper flashy, quoi. Tu peux montrer des livres en chinois. En chinois. Comment ça en chinois? Bah, j'imagine que c'est modifie. Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui, bah oui. Je vais montrer. Ouais, écoutez, fini le fond des livres. Je mettrai autre chose, c'est pas grave. Pourquoi, Cridi? T'as des choses à cacher? Cridi, tu pourras plus espionner les lives des gens sans cliquer dessus. Attention, attention. Il y aura marqué Cridi dessus. Les gens vont voir que c'est toi. Non, je rigole. On peut juste voir... Ah bah, des gens sont plus là. On peut juste voir qu'il y a marqué 3, 4, 5 personnes, mais on peut pas voir les noms. J'ai fait exprès. Un visage au caractère familier nous semble plus beau. Hmm, voilà. Je vais mettre par rapport à ce que tu disais. Oui, bah oui, oui, oui. Exact. Tout à fait. On va pas tarder à à terminer le live, enfin à finir le live. Ça y est, je commence à être fatiguée, j'arrive plus à parler. Donc je vous mettrai le replay sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude, pour ceux qui veulent regarder. Et voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube aussi avec ceux que vous pensez, avec les personnes que vous penserez intéressées.
Non, mais les streamers bien moins sympas que toi s'amusent à bloquer pour n'importe quel prétexte les gens qui les suivent. Ah oui, oui. Ouais, bah écoute, j'avais vu ça, j'avais vu une histoire avec un TikToker qui bloquait plein de gens. Mais bon, après, il y a peut-être il a ses raisons, quoi, je sais pas. La beauté est cruelle, mais on peut facilement être victime de sa beauté. Exactement. Vous savez que la beauté, ça peut vraiment être un handicap, hein. Euh, on dit que, bon, il y a le beauty privilège, etc., etc., mais les gens vous laissent... Enfin, voilà, la critique est beaucoup plus facile aussi, quoi. Il y a les deux... Il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Et je dis pas, je parle pas de moi, hein, je vois dans mon entourage et dans, voilà, de manière générale, on a des clichés. Après, on a toujours des clichés. Dès qu'on voit des gens, on se fait toujours une première idée, évidemment. Après, ça évolue, mais en fait, ouais, on peut être vite victime de sa beauté. Par exemple, au travail, une femme qui va avoir un beau physique, on va pas forcément la penser intelligente. Ou bien on va s'attendre à certaines choses. Euh, Enfin, voilà, il y a toujours des... C'est toujours compliqué, quoi, quand même. Ouais, merci, Parfum de niche, Timo. On est toujours très bien reçus. Bah écoute, bienvenue. Oui, oui. C'est vrai que chez moi, vous êtes toujours bien reçus. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, effectivement. Bah, en même temps, je vois pas pourquoi je serais désagréable, hein. Vous êtes tous hyper sympas, mais même ceux qui sont pas sympas, je marche pas dans leur truc en fait. En général, c'est vrai que... Et parce qu'en fait, les personnes comme ça, ils attendent qu'une réaction dans leur sens. Donc quand on leur donne pas ce qu'ils veulent, ils partent. Donc voilà, ça les ennuie. Influence et manipulation de sa propre enveloppe corporelle, c'est ça. Prisonnier de sa conscience sans silence. Mais bon, dit-elle alors que Marine, si son extérieur est aussi bon que son intérieur de super. Ah ça, j'avais mis une photo de moi en story, j'avais caché ma tête, j'avais mis une petite photo la dernière fois. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez de la chance. Voilà. Mais bon, je te rassure, pour les mêmes, c'est la même pour les hommes, c'est la même chose. Je me suis déjà vue reprocher d'être trop bien habillée pour venir travailler un camp. Oui, voilà. Mais en fait, c'est des personnes... Ça, vraiment, sur le style vestimentaire, c'est des personnes qui n'osent pas s'habiller comme vous, qui n'oseraient jamais faire ça. Et en fait, il y a toujours une forme de jalousie, hein. Donc, mais de toute manière, peu importe En fait, moi, si j'ai bien compris quelque chose dans le milieu professionnel, c'est que, comme je dis toujours, que vous tourniez à gauche ou à droite, on vous critiquera toujours. Que vous vous habillez d'une telle manière, que vous fassiez ci, ça, machin, les gens auront toujours quelque chose à dire sur vous. Que ce soit votre manière de parler, votre physique, la qualité de votre travail, euh, votre manière d'être intégré dans les groupes. Enfin, voilà, il y a toujours des... Voilà. Et les gens aiment bien, voilà, ont toujours quelque chose à dire, quoi. Une jalouse sans raison au taf. Ouais, c'est ça, exact. Ah oui, Elvis, attends, je te mets modo. Alors, tac tac, modérateur, voilà. Hop. Pourquoi je te trouve pas? Pourquoi Ah mais attends, je viens d'avoir une illumination. Est-ce que c'est... Ah oui, bah oui, Elvis, c'est ça. Hum, Comment faire? Bah, en fait, je te vois pas. Donc écoute, peut-être qu'il faut que j'éteigne et remette le live. Donc peut-être que je pourrais le faire demain. Parce que je t'ai pas du tout. J'ai d'autres personnes, mais...
Ouais, alors sur mes illustrations de publication, ce n'est pas moi. Attention, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais mis une photo de moi sur les illustrations. Voilà. Après, de toute façon, peu importe le physique que les gens ont, voilà, faut pas non plus se fixer sur ça, même si je comprends qu'il y ait toujours des petites questions parce qu'on s'interroge, mais voilà. Ouais, t'inquiète, crédit. Ça va, ça va. J'ai lu pire. Ouais, je regarderai la prochaine fois, François. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Calmez-vous, calmez-vous. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Je serai en live demain, mais plus vers 20h, 20h30. Voilà, je vais essayer de faire un live tôt parce que je vais terminer vers 22h. Voilà, 22h, 22h30, je pourrais vraiment pas plus tard, quoi. Maximum. Donc voilà, on essaiera de faire un live tôt, comme ça on terminera le chapitre. Et puis voilà, tranquillement, comme d'habitude. Donc en tout cas, si vous êtes là demain, eh ben avec grand plaisir, en espérant ne pas voilà, ne pas avoir de restrictions pour ceux qui reçoivent les notifs. Merci beaucoup tout le monde, merci Orafara, merci LD, voilà, merci Crédit, yes, merci Magda, très bonne nuit à toi aussi, bonne soirée à tous, bonne soirée Timo, merci pour tous les likes, merci Jungleberry, très bonne soirée, j'éteins le live et voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.